comment créer un cabinet différent de ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché. C'est la thèse de cette vidéo où je vous propose une rencontre inspirante avec un expert comptable. Il s'appelle Anthony Guèze. Il a monté un cabinet qui s'appelle Mindset Finance et il propose un service qui se démocratise de plus en plus dans le monde des startups, mais qui est encore assez peu connu. C'est le DAF à temps partagé. Dans cet échange, Anthony va vous expliquer comment il est passé de simple étudiant à expert comptable et comment lui-même a monté son propre cabinet et l'ensemble des missions dans lesquelles il intervient. Mais aussi surtout, il vous donne les meilleures astuces pour pouvoir réussir et briller dans la filière de l'expertise comptable. Si vous êtes adepte de la version audio, vous avez le podcast directement en barre d'infos de cette description. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place, bonne écoute et c'est parti. Salut Anthony, merci d'être là sur la chaîne YouTube Les Geeks des Chiffres. Salut Nicolas. Du coup, j'ai plein de questions à te poser. Là, j'ai préparé 1000 trucs et on va commencer franchement sans aucune transition. Allez, je suis chaud. Toi, tu es expert comptable, mais tu as une particularité, c'est que tu es DAF à temps partagé. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est un super métier déjà. C'est le fameux conseil qu'aimeraient faire tous les experts comptables, c'est-à-dire accompagner le dirigeant sur les autres sujets qui ne sont pas forcément liés purement à l'expertise comptable. Voilà, donc on va en parler, je pense, plus longuement. C'est clair, je vais te cuisiner. Mais vas-y, cuisine-moi, je suis bon. Ok, top. Donc, du coup, toi, c'est ton activité actuelle. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment ça se passe dans la vie, à qui tu t'adresses, c'est quoi ton job au quotidien finalement avec cette activité? Ok. Alors, moi, mes clients, c'est plutôt des boîtes qui ont entre 10 et 50 personnes. D'accord. Start-up ou PME. Start-up, en général, elles ont déjà levé 1 million, 2 millions. Elles ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, donc il faut qu'elles soient un peu cadrées au niveau finance, compta, admin, etc. Donc en général, ils commencent à faire appel à moi à ce moment-là. Et les PME, voilà, c'est des business plus traditionnels, mais les dirigeants ont parfois besoin quand même d'avoir un petit regard un peu technique sur des sujets financiers, etc. Et donc souvent, ils n'ont pas le temps ou pas les compétences. Il y a les deux cas de figure. Et donc, ils ont besoin de faire appel à quelqu'un qui va les accompagner sur ces sujets-là. Okay. Pendant longtemps, en fait, c'était souvent l'expert comptable qui était en première ligne sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ça change un peu. Et donc, il y a des DAF externes, des DAF à temps partagé qui se sont développés, dont je fais partie. Et moi, j'ai la petite particularité d'être expert comptable et DAF externe. Tous les DAF externes ne sont pas experts comptables, tous les experts comptables ne sont pas DAF externes. Moi, voilà, j'ai la petite spécificité d'être les deux à la fois. Et donc, d'accompagner au quotidien des entrepreneurs sur l'ensemble des sujets liés au pilotage financier, au budget, au business plan, au process, aux outils. Okay. Voilà, parce qu'il ne faut pas dissocier tout ça. Et donc, il y a plein de concepts qui sont hyper intéressants. Et donc, moi, par exemple, si tu me demandes ma journée type, je n'ai pas de journée type. C'est-à-dire que lundi, je vais intervenir sur tel sujet, à tel endroit, avec telle personne, sur telle problématique. Le mardi, ça va être une journée totalement différente. Mercredi, pareil. Donc, il n'y a pas de routine dans mon quotidien, dans mon métier. Moi, c'est ce que j'aime. Je me suis rendu compte assez tôt que j'avais besoin en fait, d'être continuellement challengé, d'être dans des environnements différents. Mais ça, c'est perso. Mais voilà, m'asseoir tous les jours derrière le même bureau, voir les mêmes personnes, parler des mêmes sujets, je me suis rendu compte qu'à terme, ça allait être contre-productif pour moi parce que j'allais perdre un peu une étincelle ou voilà, une envie de bien faire. Et donc, ce métier me correspond bien puisque j'ai zéro routine dans mon quotidien. Trop bien. Donc là, ça fait depuis 2019 que tu fais ça, donc avec une boîte qui s'appelle Mindset Finance. Ouais. Alors, avant d'arriver à cette partie-là, raconte-moi un peu ton parcours jusqu'à cette période. Je commence quand? Commence au niveau de tes études. Okay. Alors, bon, moi, je suis né à Paris, j'ai vécu toute ma vie à Paris, mes études, mes stages, etc. Après le bac, j'ai fait un bac ES, donc bac général, donc j'avais jamais fait de compta. Après le bac, je suis allé à la fac en éco-gestion. Ok. Et donc là, j'ai découvert la compta. Ça, c'était il y a combien de temps? Il y a un peu moins de 20 ans, une petite vingtaine d'années. D'accord. Je sais pas, 2006. Ouais, 2004, je pense, ouais. 2004 peut-être. 2004. Ouais. Bon, bref. On est des geeks des chiffres, mais rassurez-vous, c'est dans le fond. Non, j'ai une bonne mémoire des dates, mais là, non, là, je sais plus. Okay. Donc, je suis allé à la fac. J'ai découvert la compta et franchement, si tu m'avais dit à ce moment-là
non seulement tu vas aller jusqu'au DSCG et jusqu'au DEC et que tu vas être expert comptable, franchement, je n'aurais jamais cru. Pourquoi tu n'aurais pas parié là-dessus? Franchement, alors je ne sais pas comment c'est enseigné aujourd'hui la compta en 2022 à la fac ou dans des écoles, mais franchement, la façon dont c'était enseigné, ça donnait pas du tout envie. Tu vois. Franchement, j'ai rien compris, je comprenais rien, j'étais pas du tout à l'aise. Enfin, c'est un prof qui te parle, mais je pense que c'est quelqu'un qui a jamais mis un pied dans un cabinet, tu vois, enfin, dans le quotidien. Donc franchement, je pense comme beaucoup d'élèves, enfin, j'ai pas accroché du tout avec la compta. Et puis bon, avec le temps, donc voilà, je suis passé par la fac. La fac, c'était pas forcément un énorme succès pour moi. Je suis resté 3 ans, mais ça n'a pas été de tout repos. Okay. Heureusement pour moi, j'ai bifurqué vers une école de commerce où là, c'était un environnement qui était plus adapté à ce dont j'avais besoin pour continuer à mon apprentissage. C'était quoi un peu la différence pour toi entre ces études à la fac et ces études en école de commerce? C'est plus business, on est plus challengé? Plus business, etc. Mais c'est aussi, en fait, tu as plus de suivi et d'interaction. En fait, la fac, quand tu as un amphi le lundi matin à 8h et que, en fait, que tu n'y ailles pas, personne ne fait l'appel. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de structuration. La première fois, tu dis, bon, j'y vais. Et la deuxième fois, tu dis, ah non, aujourd'hui, j'y vais pas, mais lundi prochain, j'y retourne. Mais en fait, après, tu perds le fil et donc tu es très vite noyé dans le truc. Donc, tu bosses à côté, mais tu bosses avec des cours, des bouquins, mais tu n'as pas le prof, tu n'as pas le suivi, etc. Et le temps passe vite et à un moment, tu te retrouves, tu es complètement largué. Donc, moi, il y en a qui réussissent très bien et voilà, il y a aussi des avantages. Mais moi, voilà, j'ai essayé, j'ai persévéré. Ça n'a pas été la meilleure période de ma vie, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc, au lieu enfin, j'ai essayé de réfléchir. Je pense que je n'avais pas la bonne méthodologie pour réviser, parce qu'il faut réussir à travailler par soi-même, etc. À ce moment-là, peut-être que je n'étais pas encore fait pour ça. Et donc, j'ai trouvé une école de commerce dans laquelle j'étais admis. Et j'avais ciblé cette école parce qu'il y avait un master audit expertise comptable dans lequel il y avait 4 équivalences sur 7 au DSCG. Et alors, ça, c'est intéressant parce que dans ton cadre, dans la fac, tu n'as pas forcément adhérer avec la partie compta, mais par contre, dans l'école de commerce, ce sujet, il t'a sensibilisé. En fait, la compta gênait. Voilà, au début, j'avais du mal à rentrer dedans, à comprendre actif, passif, débit, crédit, etc. Mais très tôt, j'avais quand même l'envie d'aller sur du conseil, sur de l'accompagnement de dirigeants, sur des sujets un peu stratégiques. Donc, la compta pure et dure, c'était pas forcément mon dada à ce moment-là, mais en tout cas, le fait d'accompagner des entreprises, de s'intéresser à la gestion, etc., ça, c'était quelque chose qui m'a intéressé très tôt. Voilà. D'accord. Mais c'est marrant d'avoir eu ça comme réflexion, puisque tu étais jeune, et je sais pas, dans les études, qu'est-ce qui t'a sensibilisé à ça? Tu sais, généralement, quand on est dans les études, on est là… Très tôt, parce que tu vois, même après la seconde, j'ai fait un bac ES parce que j'aimais bien l'économie, les chiffres, etc. Voilà, bon, après, tous ceux qui font un bac ES ne finissent pas expert comptable, mais en tout cas, voilà, j'avais déjà à ce moment-là plus de goût pour l'économie, la finance, etc., que pour, je sais pas, la médecine ou l'art ou d'autres choses. Voilà. D'accord. Liste non exhaustive. Ok, top. Donc, école de commerce. Ensuite, c'est quoi la suite du parcours? Du coup, j'ai pas eu à passer le DSCG. Et le DSCG, j'avais 4 équivalences sur 7. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. En fait, si j'avais un conseil aujourd'hui à donner, je pense que ceux qui font le DCG, DSCG ont des profils beaucoup plus techniques. Et moi, en fait, il m'a manqué à certains moments dans ma carrière des compétences techniques que j'aurais pu acquérir en fait, si j'avais fait vraiment le cursus avec passer toutes les matières, faire des stages, de l'alternance, etc. dans des cabinets très tôt. Voilà. Ok. Donc voilà le cursus. Donc je passe une première fois le DSCG, je ne l'ai pas. Comme beaucoup, hein, rassurez-vous. Comme beaucoup. Mais alors j'avais 3 matières, mais la partie compta, c'est assez chaud, c'est assez technique. J'ai bossé pendant tout l'été et en fait, je suis arrivé le 1er septembre, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression de rien connaître. Donc je mets la compta de côté et je me concentre sur le droit et système d'info.
Finalement, la compta, ça a été ma meilleure note des 3. Donc, j'ai validé aucune des 3 matières. L'année d'après, j'ai repassé. J'ai gardé ma note en compta parce que je ne l'ai pas validée, mais je devais être à 9, quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, je la garde et je me concentre vraiment sur le droit et le système d'info. Système d'info, j'ai eu 16. Parfait. Voilà, ça m'a permis de compenser et voilà, j'ai eu le DSCG comme ça. Bon, ça, c'est intéressant de ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, souvent, ils pensent qu'il faut être parfait dans toutes les matières. Non. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Si tu avais un conseil à donner, justement, là, j'ai l'impression que toi, tu as plus focalisé sur tes forces et un peu la faiblesse, entre guillemets, en fait, tu as dit. Faut se connaître, en fait, savoir quelle est notre capacité de travail, savoir aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parce que forcément, on va travailler toujours ce qu'on aime faire. Et ce qu'on n'aime pas faire, on va toujours trouver une bonne raison de ne pas le faire. Donc, voilà, faut se connaître soi-même. Et après, voilà, c'est passé. Voilà, si j'avais eu une autre note, peut-être 12-13, qui aurait été une bonne note, ça ne serait peut-être pas passé. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est passé de cette manière-là. Et donc, j'ai démarré mon stage d'expertise comptable à ce moment-là. Ok. Donc, tu as fait ton stage donc plutôt en audit, c'est ça? Ouais, j'étais dans un big. Ok, ça marche. J'étais chez Deloitte. Ok, et donc là, tu as fait, je suppose, plusieurs missions traditionnelles. Juste si tu peux expliquer un peu aux gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, en tout cas, dans ce genre de... Alors moi, j'étais en audit middle market. Donc middle market, c'est vraiment assez large. D'accord. En fait, tu as soit ceux qui sont en grand compte. Donc là, c'est plutôt des grosses sociétés cotées du CAC 40, etc. Soit après, tu as une filière plutôt banque, assurance, parce que c'est des choses qui sont très spécifiques. Et après, il y a un truc middle market où il y a un peu tout et n'importe quoi. Alors, je crois que depuis maintenant, ils ont un peu structuré par secteur d'activité, mais moi, je faisais aussi bien de l'industrie que du service. Et donc, plutôt des boîtes de taille relativement moyenne, on va dire. Donc, c'était hyper intéressant parce que c'est des missions qui démarraient le lundi matin, ça se terminait le vendredi soir, et puis le lundi d'après, tu intervenais chez un autre client avec une autre équipe. Donc, vraiment... tu apprends plein de trucs, c'est hyper intéressant. D'accord. Intellectuellement, ça t'a permis de quoi? De voir ces différents business Qu'est-ce que tu en as ressorti vraiment comme apprentissage? Genre, si tu voudrais donner l'essence ou l'essentiel de ce que tu as appris là-dedans. Je pense déjà que c'est une bonne capacité d'adaptation parce que justement, très vite, il faut rentrer dans le sujet parce que tu démarres le lundi, tu termines le vendredi. Si tu glandes les 3 premiers jours, ça va être compliqué. Donc voilà, capacité d'adaptation pour vite rentrer dans les sujets, comprendre les enjeux, s'intégrer aussi à une équipe parce que tu vas avoir des collègues qui vont changer sur chaque mission, un manager aussi qui change sur chaque mission. Les attentes peuvent être un peu différentes d'un manager à un autre. Donc voilà, vraiment s'adapter assez rapidement. Et puis après, c'est aussi... c'est le premier job, donc c'est là où tu apprends le plus aussi. Franchement, avec le recul, je me dis qu'avant de démarrer, je ne connaissais pas grand-chose en fait, au métier, à la compta, à la finance, etc. Donc vraiment, première expérience où là, j'ai passé 3 ans là-bas. J'ai appris énormément et plein de choses qui me servent encore aujourd'hui au quotidien en fait, et qui sont indispensables. Donc sur la partie expérience, salarié, donc tu as bossé à la fois en audit et donc jusqu'à quelle année précisément? Alors je suis rentré chez Deloitte en 2010. D'accord. Je suis sorti en 2013. Ok. Là j'ai eu une belle opportunité de rejoindre une entreprise du secteur de la conciergerie d'entreprise. Ok. Donc c'est un secteur un peu particulier. Je pense que tu as fait ton mémoire de DEC là-dessus. Exactement. Si mes infos sont justes. Ouais. Donc j'ai fait 1 année chez eux. Okay. Alors pourquoi je ne suis pas resté plus longtemps? Parce que j'étais stagiaire DEC. Et en fait, sur les 3 ans de stage, tu peux faire 1 année en entreprise par dérogation. Donc c'est hyper intéressant. Et ça, en tout cas, moi, à mon époque, peu de gens le savaient. D'accord. Donc tu peux avoir une expérience en entreprise tout en continuant ton stage. Voilà. Mais il faut que ce soit 1 année. Ah, ça, c'est hyper intéressant parce que pour ceux qui se lancent dans la filière en tout cas, donc au niveau du stage d'expertise, qu'est-ce que les mémorialistes, je pense que je ne sais pas si le nom va changer ou en tout cas les stagiaires qui sont en stage d'expertise peuvent... avoir comme, ou en tout cas quelle opportunité, quel job ils peuvent aller chercher quoi. Bien, donc là il y a le cabinet évidemment, il y a une partie en entreprise sur dérogation, sur 1 année, tu peux le faire, entre guillemets c'est tout. Ouais, non, tu as un 3e cas de figure, mais je crois que c'est encore plus rare, tu peux faire 1 année à l'étranger.
Enfin, à mon époque, je ne sais pas, ça a peut-être changé Ouais, depuis. je crois que c'est encore valable, ça. Donc ça, ceux qui ont l'opportunité aussi de faire une année à l'étranger, je pense que ça doit être assez fou. Ouais, c'est clair. Je pense que ça peut cultiver aussi l'esprit différent, de voir ce qui se passe aussi autre part. Exactement. Et donc je me suis retrouvé après 3 ans d'expérience à être DAF d'une PME, donc du secteur de la conciergerie d'entreprise. Et d'être au quotidien, là pour le coup sur un sujet, tous les jours derrière le même bureau, etc., ça m'a permis en fait d'avoir un sujet de mémoire pour le deck, parce qu'en audit, j'avais des clients. Quand tu passes une semaine sur une mission d'audit, tu n'as pas forcément matière pour ensuite faire un mémoire de 100 pages. Oui, bien sûr. Donc là, comme j'étais vraiment au cœur du sujet, au cœur des process, que j'ai mis en place des choses, forcément, j'avais beaucoup plus de matière à exploiter pour rédiger un mémoire. Voilà. Et puis en plus, le secteur de la conciergerie d'entreprise, c'est un secteur en général qui est assez méconnu. Ça n'avait jamais été traité dans le cadre d'un mémoire. Donc pour moi, c'était aussi un peu plus facile parce qu'il faut apporter un peu ce côté novateur. Ensuite, on part sur la suite de l'expérience. Donc, tu as fait ça sur la partie conciergerie. Et après, comment on est arrivé à Mindset Finance? Alors ensuite, j'ai été dans 3 cabinets différents à Paris. Alors j'avais vu le Big chez Deloitte, donc je me suis dit j'ai envie de voir un peu un cabinet à taille humaine ce que c'est. Donc je suis allé dans un cabinet de 10 personnes. C'était un cabinet qui avait des vraiment belles missions. Ensuite, je suis allé dans un cabinet de taille, on va dire intermédiaire. On était 40-50, de très belles missions aussi. Et puis le dernier cabinet dans lequel j'étais, c'est un cabinet que j'avais rejoint pour être futur associé en charge du pôle audit. Voilà. Et donc, je suis resté 2 ans chez eux. Alors, 3 mois après mon arrivée, on a commencé à entendre parler de la loi Pacte. Ouais. Et donc, on savait que les mandats d'audit qu'on avait, ils n'avaient pas forcément vocation à rester et que le développement qu'on espérait faire pour avoir des nouveaux mandats, ça allait aussi être très compliqué. Donc, à ce moment-là, on avait réfléchi à d'autres leviers de croissance, etc. pour le cabinet. On a commencé à parler de proposer aux clients du cabinet des missions de DAF externalisées. Voilà. Moi, comme j'avais été DAF et que j'avais fait justement mon mémoire du DEC là-dessus et que c'était un sujet qui me passionne, pour moi, c'était assez naturel d'aller là-dessus. Et donc, pendant 1 an, dans ce cabinet, j'ai développé des missions auprès des clients. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce qui a été le switch pour toi pour passer à… Alors, franchement, le mot switch, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu un déclic en moi. C'est-à-dire que moi, je m'étais un peu préparé mentalement depuis que j'étais arrivé chez Deloitte pour me dire mon parcours à terme, c'est d'être associé audit. J'avais un peu des œillères et c'était mon but dans la vie, mon but ultime. Et en fait, cette loi Pacte, elle a impacté ta vie, en fait. La profession, et elle a impacté ma vie aussi professionnelle, enfin personnelle et professionnelle, en me disant associé audit, tu peux faire une croix dessus, ça sera pas ça. Ouais, c'est clair. Et donc j'ai commencé à essayer de créer une offre, développer des missions, etc. Et puis j'étais dans un process d'association dans ce cabinet, et de toute façon, moi, je me voyais pas créer mon cabinet from scratch. Okay. Voilà. Pour moi, c'est… Fallait s'associer. Fallait s'associer, fallait rejoindre une équipe, etc. Partir de zéro, c'était quelque chose qui était inenvisageable. Je pense que j'avais trop de limites. Je me mettais moi-même des limites dans mon esprit, trop de croyances limitantes. Je sais pas, je suis pas capable de développer commercialement ou je suis pas capable d'assumer quelque chose. Je sais pas, voilà. Et un jour, j'ai eu un switch dans ma tête, mais vraiment, ça s'est fait comme ça en un jour. Voilà, vraiment. Un claquement de doigts, comme ça t'est tombé du ciel, quoi. Ouais, et je me suis dit, j'ai pas envie, tout ce sur quoi j'étais un peu… programmé un peu. Programmé. Ouais. En fait, ça a volé en éclats, et je me suis dit non, il y a une seule chose à faire, c'est créer ton cabinet, le faire à ton image, tes valeurs, ta vision, etc. Et tu vas être seul et ça va bien se passer. Donc, je peux pas monter from scratch, je peux pas faire ça tout seul. Et en fait, c'est exactement ce que tu as fait. Exactement. C'est rigolo. Mais c'est un déclic en fait. Ouais. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas le déclic, en fait, c'est compliqué. Mais donc, ça veut dire, est-ce que tu l'avais toi un peu intellectualisé depuis des années dans ta tête? Mais genre, si tu n'avais pas, je sais pas, entre guillemets, ce coup de pied au derrière de te dire,
j'y vais, Non, en fait, c'est confortable en fait de pas se poser de questions et de dire voilà, je veux aller, voilà, la route sur laquelle je veux aller et en fait baisser la tête, être voilà, la tête dans le guidon, travailler sans se poser de questions. Mais à un moment en fait, tu vois, tu te dis ok, bon, associé audit, ça y est, c'est mort. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et là, donc, j'ai un peu réfléchi, essayé de travailler sur moi-même, j'ai essayé de trouver des solutions. Parce que tu as quand même appelé cette boîte Mindset Finance. Donc, c'est pas pas hasard. Non, c'est pas hasard. Du coup, je vois le sens. Exactement pour ça. Voilà. Ouais, je vois le sens maintenant. Là, il y a un premier sens, c'est en fait ce déclic que j'ai. Mais ce déclic, c'est aussi en fait ma volonté de pas répliquer ce qui est forcément fait dans beaucoup de cabinets. Ouais. Le mindset, c'est aussi, tu vois, d'avoir un peu cette curiosité, d'avoir aussi ce goût de vouloir accompagner les dirigeants, d'être aussi un peu, d'avoir une sorte de service client que n'ont pas beaucoup de cabinets aussi. Beaucoup de cabinets, en fait, sans faire de généralité, ils ne sont pas tous comme ça, etc. Mais tu as beaucoup de cabinets, en fait, qui sont là pour dire, bah voilà, nous, on fait le bilan, on fait les déclarations de TVA, et en fait, faut que l'expert comptable se réinvente, en fait. C'est-à-dire que si l'état d'esprit, c'est de rester là-dessus, à un moment, on va tous aller droit dans le mur. C'est fichu. Hein. De toute façon, alors moi, j'ai un avis, il est archi tranché là-dessus. C'est qu'effectivement, c'est comme si que l'expert comptable, il a un produit. Ouais. Bah, la grosse technique, compta, gestion, finance, juridique, etc. Et puis, comme tu l'as dit, il faut se réinventer. Il faut apporter une bonne expérience à ses collaborateurs, à ses clients, que ce soit une expérience mémorable, en fait. Et je pense que, tu vois, en discutant avec toi, c'est pour ça que aussi je voulais t'avoir sur la chaîne, je pense que tu véhicules 1000 fois cette vision-là, tu vois. Je pense qu'il y a un peu une remise en question à avoir, tu vois, parce que c'est un modèle qui a marché pendant des années et des années. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent, prise de conscience sur plein de sujets, etc. Je pense que continuer, en fait, sans se poser de questions et dire, bah voilà, on a fait comme ça, donc on continue de faire comme ça, je pense que ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des enjeux, il y a des sujets, tu vois, d'attractivité de la profession, de recrutement, de fidélisation des collaborateurs. Il y a aussi des sujets liés aux clients, en fait. On parle d'ubérisation de la profession, mais il y a plein de sujets. Peut-être qu'un jour, aujourd'hui, c'est une profession réglementée, il y a un monopole, mais peut-être on en parle. Peut-être que ce monopole, un jour, il va sauter, j'en sais rien. Si on ne met pas, en tout cas, des choses en place pour faire changer justement cet état d'esprit, etc., ça va être très compliqué pour la suite. Donc voilà, on va dire, moi je me suis pris une première claque avec la loi Pacte, parce que franchement, l'audit, on ne voyait pas venir, on disait, bah, voilà, c'est une mission, c'est la loi qui impose à partir de certains seuils, etc., de faire nommer un CAC. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que tu vois, si la loi demain elle décide que finalement l'expert comptable, c'est plus une profession réglementée, on va se faire attaquer de toutes parts. Ouais, c'est clair. On ne peut pas être dépendant, en fait, du bon vouloir de gens qui vont, à un moment, impacter notre profession. Donc, il faut se réinventer, il faut se poser les bonnes questions, il faut être orienté vers nos clients, orienté vers les collaborateurs et essayer, en fait, de construire quelque chose qui puisse être cohérent, en fait, par rapport à leurs besoins, leurs volontés, là où ils veulent aller. Parfait, franchement, c'est très, très bien. Donc, si je reviens sur la création de Mindset Finance, 2019, quelles ont été les premières étapes que tu as mis en place et comment s'est terminée finalement ta première année? C'était quoi l'ascenseur émotionnel? Tu deviens entrepreneur, tu deviens tout seul. Il faut que tu gères tout et que tu fasses tourner la machine, quoi. Ouais, écoute, c'est assez intéressant. Moi, tu vois, je crois que j'ai arrêté un mercredi mon poste de salarié. Le jeudi matin, j'ai accompagné mes enfants à l'école. Je suis allé bosser, je suis rentré le soir, il était 19h. Et en fait, je n'ai pas eu de rupture. À aucun moment, je me suis retrouvé assis face à un mur en me disant « je ne sais pas quoi faire ». Ouais. Dès le premier jour, j'avais en tête ce que je voulais faire. Et donc, dès le premier jour, je me suis mis à cette tâche. Et donc, il n'y a pas… Voilà, à un moment, il faut y aller. Quand tu prends une décision, il faut vivre le truc à fond. Oui, c'est clair. Alors, l'ascenseur émotionnel, la première année, moi, je me suis installé en octobre 2019. Donc, 3 mois après, il y a le Covid, il y a le confinement. À ce moment-là, en plus, moi, tous mes clients, c'était on va faire des demandes de PGE. Tu peux nous aider. Mais après, blackout total pendant 2 mois. C'est-à-dire que tout le monde en chômage partiel, plus d'activité, plus rien.
Donc, tu te dis, OK, j'ai bien choisi mon moment pour m'installer. Bon, voilà, après, les choses sont revenues dans l'ordre, mais en tout cas, à ce moment-là, ouais, tu t'es dit… Et du coup, comment tu l'as vécu ce moment? Tu t'es dit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as travaillé sur ton projet? Est-ce que tu as… Alors, moi, mon projet, dès le jour 1, même avant le jour 1, l'idée que j'avais, c'était vraiment de créer une marque forte, de créer un cabinet pour pas donner l'image du mec freelance qui bosse sur son canapé. Ok. Donc ça, c'est pour ça que je voulais un nom impactant, un nom fort, et que tout ce que j'ai construit ensuite autour de la communication, du marketing, des actions commerciales, etc., était pensé cabinet, était pensé mindset, et n'était pas pensé Anthony Guez, en fait. Ok, très bien, parfait. Donc là, tu as travaillé sur cette partie-là. Quelles ont été les missions que tu as pu avoir? Parce que ce qui est assez rigolo, en fait, enfin, c'est pas rigolo, pas du tout, c'est pas marrant, mais quand on regarde Mindset Finance, on pense vraiment que c'est une boîte qui va accompagner. Comme je te l'ai dit juste avant en off, moi, j'imaginais même pas que c'était un cabinet, quoi, tu vois. Et donc, ça qui est rigolo, c'est que toi, on dirait que ta volonté, c'est d'accompagner les dirigeants, surtout sur le pilotage financier, Ouais. la gestion financière. Est-ce que tu peux me raconter un peu une histoire type, un accompagnement type que tu peux avoir avec tes clients aujourd'hui? Donc là, on est à 2019, au moment où on tourne cette vidéo, on est début 22. 2022. Quelles ont été les missions que tu as pu rentrer, qui ont été pour toi les plus marquantes en tout cas? Ouais. En fait, il y a deux typologies de clients. Il y a soit les clients, on va dire plus PME, avec des dirigeants qui ont plus forcément le temps ou plus les compétences pour continuer à gérer la boîte d'un point de vue finance quand ils commencent à passer le cap des 10, 15 salariés. Là, on est sur des sujets où on va les accompagner sur la mise en place d'outils. Moi, j'ai eu des clients, en fait, je démarrais chez eux, les factures étaient faites à la main sous Word. Un Word transformé en PDF, voilà. OK. Ok, je vois. Là, Tu situes loin. le niveau de digitalisation de la boîte à ce moment-là. Bon, et franchement, je pense qu'en France, 90% des boîtes aujourd'hui fonctionnent à peu près comme ça. Hein. Enfin, elles ne sont pas du tout digitalisées. Il y a les très grosses boîtes qui ont des ERP, etc. Mais en pourcentage, ça ne représente pas grand-chose. Le tissu économique français, c'est quand même des boîtes entre 10 et 30, 40 personnes, voire même en dessous de 10. Mais honnêtement, moi, j'ai mes clients, j'interviens pas en dessous de 10 parce qu'ils n'ont pas besoin ou voilà, il n'y a pas de sujet avec moi. À partir de 10, donc là, il y a des sujets qui commencent à arriver autour du pilotage financier. Donc, les sujets récurrents, ça va souvent être le budget. Donc, il n'y a pas de budget. Donc là, par exemple, on est début 2022. Il y a plein de boîtes qui ne savent pas quel est leur objectif d'ici la fin de l'année, en termes de chiffre d'affaires, de charges, de résultats. Voilà. Donc, c'est compliqué de dire mon objectif, c'est de faire X millions ou d'avoir X% de croissance. Tu vois, derrière, si tu veux faire x2 sur ton chiffre d'affaires, certainement, tu vas devoir recruter, tu vas devoir engager des dépenses, etc. Si tu n'as pas de visibilité, si tu n'as pas un plan tracé, etc., c'est compliqué. Et comment tu les challenges du coup, les dirigeants? Comment toi tu construis le budget? Forcément, tu construis le budget avec eux. Ouais. Tu vois, tu leur poses des questions. Exactement. Comment tu modélises un peu tout ça? Parce que peut-être des fois le budget, des fois tu es sur-optimiste, c'est un peu au doigt mouillé. Bon, après, on peut pas non plus prévoir l'avenir, mais en tout cas, on peut le définir, quoi. On va dire, c'est de la visualisation. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire, et de toute façon, ça ne se produit jamais que on tombe à l'euro près. Voilà. Donc, c'est de la visualisation. C'est essayer de se poser les questions, de dire, voilà, on est là aujourd'hui, dans un an où on aimerait être. C'est quoi l'objectif? OK. Donc, c'est de faire X millions d'euros de chiffre d'affaires, ou parfois en dessous, ou d'avoir une croissance de 10%. OK, très bien. Ça, c'est l'objectif. Ça correspond normalement, cet objectif, à une stratégie plus globale. Donc, on part même plutôt de la stratégie en entonnoir. En fait. Donc, quelle est la stratégie? OK. Quelle est la vision déjà à 3 ans? Quelle est la vision à 1 an? Ouais. Et à 1 an, comment ensuite on va construire ça pour dire, OK, vous voulez passer de 1 million à 10 millions? Pourquoi pas? Mais ça va être compliqué, mais pourquoi pas? C'est jouable, mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on met en face? Ouais, Quel est voilà. Donc après, toi, ton travail, ça va être un peu de questions. Donc là, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Tu pars sur la stratégie globale.
Ensuite, tu vas sur la vision. Du général au particulier, toujours. Ouais, voilà, c'est très très bien d'avoir de fonctionner comme ça. De toute façon, c'est une méthodologie, mais en tout cas, c'est bien que les gens puissent aussi le comprendre. Ensuite, donc, tu pars sur la vision à 3 ans. Et donc là, il faut aussi que tu arrives à capter aussi la capacité des entrepreneurs. Est-ce qu'ils ne se font pas un monde idéaliste? Il faut avoir un peu cette psychologie aussi pour soit les remettre un peu au… Mais c'est ça, ouais. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, ce que je t'expliquais au début, le fait qu'il n'y ait pas de routine, etc. Mais c'est aussi d'échanger en fait tous les jours avec des entrepreneurs qui ont chacun aussi, ils jouent aussi un peu leur vie en fait là-dessus. Donc de les accompagner, challenger un peu leur réflexion, essayer de leur apporter un peu de clairvoyance, etc. Et donc ouais, moi je challenge et j'essaie de comprendre. Et en fait, derrière, voilà, c'est essayer de décortiquer un business model pour bien le comprendre, rentrer dans le cœur du sujet et essayer de voir en fait comment on peut articuler ça. Donc, le budget, quel est l'objectif à la fin de l'année. Et puis après, on décompose ça mois par mois. Comme ça permet de voir quelle est la progressivité qu'il faut avoir. Et puis surtout, ça permet tous les mois de se mesurer en fait. Si tu n'as pas d'objectif à la fin de l'année, si tu n'as pas décomposé ça mois par mois, toute l'année, tu vas travailler, tu vas avoir ton activité, mais tu seras incapable de dire OK, est-ce que je fais mieux que l'année dernière, moins que l'année dernière quel est notre atterrissage à la fin d'année Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Et comment tu fais… Parce que tu vois, dans les études en comptabilité gestion, en tout cas dans la filière DCG, DSCG, ou même dans les facs, peu importe. On n'apprend pas à faire ce travail-là. Non. Comment toi, tu as acquis cette compétence? Grâce à mon expérience, en fait, quand j'étais DAF pendant une année, franchement, en un an, j'ai tout vu. Enfin, tout vu. Enfin, j'ai pas tout appris, parce qu'on apprend tout le temps, mais en un an, j'ai vu le budget, le reporting, j'ai vu tous les mois, enfin tous les trimestres, on actualisait en fait notre budget en fonction des événements de l'année, etc. Et donc, c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui a été hyper formateur pour moi. D'accord. Et ça, cette expérience, pour moi, elle est fondamentale. Après, c'est aussi de la curiosité. Enfin, pour répondre à ta question, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à la fac ou dans les études. Et après, sur le terrain, moi, aujourd'hui, 98% de ce que je fais, c'est ce que j'ai appris sur le terrain. C'est pas ce que j'ai appris à la fac ou en école. Donc, il faut être curieux, il faut être ouvert, il faut essayer de voir un peu aussi, de s'inspirer de ce que peuvent faire, tu vois, quand tu es expert comptable, que tu démarres dans un cabinet, tu vas peut-être être plus au départ sur des sujets de saisie, de déclaration de TVA, etc. Mais peut-être qu'il y a des gens dans le cabinet qui peuvent être déjà sur des missions un peu plus conseil, un peu plus direction financière externalisée, etc. Donc, c'est aussi les questionner, eux, sur leur quotidien, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, comment ils ont acquis aussi cette connaissance. C'est sur le terrain, en fait, qu'on apprend. Franchement, les études, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, parce que ça serait un mauvais message, mais au quotidien, en fait, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ce que tu apprends, c'est sur le terrain. Ouais, c'est qu'une partie de l'histoire. C'est ce qui va te permettre de te structurer pour après que tu puisses grandir. C'est un prérequis. C'est-à-dire que tu ne peux pas démarrer dans la vie active si derrière tu pars de zéro, que tu n'as aucune connaissance, dans notre métier en tout cas, si tu n'as aucune connaissance en compta, en fiscal, etc. Mais à un moment, une fois que tu arrives dans le monde du travail, tu t'appuies dessus, mais tu découvres après tout. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, d'avoir cette culture, d'être curieux. Parce qu'effectivement, toi, tu côtoies des entrepreneurs tous les jours. Et donc, ils ont aussi leurs problématiques de support client, de commerce, de marketing. Et si toi, tu n'es pas capable de comprendre le discours, tu es fichu, tu n'es pas crédible. Carrément. Et donc, si tu n'es que concentré sur les chiffres, le gars, il te dira, t'es cool. Mais en fait, les chiffres, c'est juste le reflet de l'activité. Trop bien. Je veux dire, si à un moment, tu as un problème en marketing, en communication, sur ton produit, sur ton service client, etc., ça va venir impacter tes chiffres. Les chiffres, c'est que la conséquence, en fait. Exactement. Donc, et tu ne peux pas comprendre les chiffres, comprendre de quoi est constitué le chiffre d'affaires, l'activité, etc., si tu n'as pas compris le business model, en fait. Donc, aujourd'hui, en plus, maintenant, il y a des business models qui se créent, qui sont un peu plus complexes à appréhender, notamment pour les startups, où parfois, il y en a qui sont sur des activités assez simples à comprendre. Parfois, tu as des trucs un peu plus complexes. Ouais.
il faut vraiment rentrer dans le sujet, vraiment comprendre, aller en profondeur, analyser le truc. C'est pas, voilà, il faut se poser un peu les bonnes questions. Il faut comprendre, il faut être curieux. En fait, tu peux pas être bon entre guillemets dans ce métier-là. En fait, si t'es pas curieux, si t'es pas ouvert, si t'es voilà, faut s'intéresser aux autres, s'intéresser aux gens, comprendre c'est quoi leur moteur aussi, et comprendre aussi pourquoi ils ont besoin de toi, comment tu peux répondre, enfin quels sont leurs besoins pour pouvoir y répondre, parce que même si tu vois, si j'accompagne des entrepreneurs, leurs besoins sont tous différents. Bien sûr. Donc tu peux pas prendre un truc et dupliquer en fait. Ça c'est un business de produit. Tu fabriques un truc et puis après tu le vends à tout le monde. Non, là c'est du service. Donc le service, il faut comprendre. Donc quand tu parles de besoins différents, est-ce que tu dirais en termes de besoins techniques ou même en termes de besoins humains, tu vois, parce qu'il y a peut-être un entrepreneur, lui, son objectif c'est de conquérir le monde, puis l'autre c'est peut-être se constituer un patrimoine personnel. Non, mais ils ont tous des besoins différents. Ouais. Et en fait, si on n'est pas capable de comprendre au départ quels sont leurs besoins, et donc c'est des besoins, comme tu l'as dit, techniques, mais c'est aussi parfois des besoins humains. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, il faut qu'on soit en capacité de les rassurer. Yes. D'autres, en fait, ils veulent juste déléguer le truc et pas s'en occuper. Donc là, leur besoin, c'est on va dire, d'être serein sur le truc, pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Charge mentale en moins. Charge mentale. On vire la charge mentale. Exactement. La charge mentale, elle est pour le DAF. Et voilà. Donc, tu vois, si tu n'as pas compris ce besoin-là au départ, qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui les drive, tu risques de passer à côté d'un truc. Ok, trop bien. Donc, alors, il y a cette partie budgétaire. Ouais. Tu m'as dit qu'il y a des boîtes, ils gèrent leurs factures sur Word, Excel et tout le tralala. Magnifique comme outil, mais tu les accompagnes avec quel outil, quel process pour qu'ils puissent un peu digitaliser la partie admin, finance, compta chez eux? Parce que je pense que c'est une mission aussi que tu as dans ton cab. En fait, moi, c'est un petit tuyau, mais bon, j'ai rien inventé, mais moi, dans ma démarche, en fait, quand je commence une mission, je commence jamais en disant « Ok, bourrin, j'enfonce la porte et je vais mettre en place ça et ça. » Non, j'arrive déjà, je commence par un mini diagnostic. Un audit. Ouais, audit, parfois, ça fait peur. Donc, diagnostic, ça passe mieux. Donc, non, un diagnostic, déjà, pour moi, pour justement avoir le temps de bien rentrer dans les sujets, comprendre le business model, comprendre le rôle de chacun, comprendre les process qui sont en place, les outils qui sont utilisés, etc. Identifier des zones de défaillance ou des zones de risque, etc. De faire des préconisations. Donc ça, c'est mon étape 1. Donc ça me permet, moi, de rentrer dans le sujet. Et ensuite, l'étape 2, là, je vais mettre en place des outils, mettre en place des process, dans le but d'améliorer la remontée d'informations financières. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je te disais, la finance, ce n'est que le reflet de toutes les opérations qui peuvent être faites. En fait, les flux financiers, ils dépendent de la facturation, les achats, etc. Donc, si derrière, tu n'as pas des outils, ou tu n'as pas un système d'information qui est solide, fiable, sur lequel tu peux te reposer pour avoir de l'info en temps réel, c'est très compliqué. Tu vas être dépendant des autres, ça va mettre une plombe. Donc, il faut mettre en place des outils. Moi, aujourd'hui, on en reparlera peut-être après, mais j'ai aussi monté une deuxième boîte avec 3 associés autour des outils, parce que aujourd'hui, en fait, un dirigeant, quand il me sollicite pour un premier échange, il va me parler de technicité financière, il va me dire voilà, je veux du reporting ou je veux avoir des prévisions de cash, etc. Ok, ça c'est très bien. Mais en fait, si on creuse un peu le sujet, il va tout de suite dire je veux automatiser mes process, je veux appuyer sur un bouton et avoir mon reporting en temps réel, etc. Le fameux bouton. Tu ne peux pas en fait dissocier aujourd'hui la partie compétences techniques, finance, compta, RH, social, fiscal, etc. Donc, tu ne peux pas dissocier cette compétence-là des compétences IT. Et aujourd'hui, en fait, tu as plein d'outils depuis 2, 3, 4 ans, d'outils SaaS qui se sont développés et qui permettent en fait de fiabiliser une partie du process financier, donc les achats, les ventes, la trésor, etc., etc. La partie RH. Okay. Et donc, pareil, en fait, cette curiosité de
connaître les outils qui sont en place, enfin, qui existent sur le marché, connaître leur évolution, parce que généralement, c'est des startups qui lèvent pas mal d'argent très régulièrement. Ça leur permet de recruter aussi des bons devs qui font évoluer le produit. Donc, entre maintenant et dans 6 mois, tu vois, le produit, il évolue. Donc, il faut rester un peu en veille sur tout ce qui se fait. Tu as des nouveaux acteurs qui rentrent aussi sur le marché. Donc, il faut avoir cette curiosité-là de connaître un peu les outils qui sont en place. Et ensuite, ça demande aussi des compétences qu'on n'acquiert pas forcément non plus dans le cursus, que ce soit fac, école, etc., de pouvoir comprendre les besoins, rédiger un cahier des charges, choisir les outils, les mettre en place, les paramétrer pour les faire vivre. Voilà. Et ça, en fait, pour moi, c'est les compétences qui sont hyper importantes et qui ne sont pas assez développées. C'est-à-dire qu'on parle toujours de hard skills et de soft skills. Donc les hard skills, c'est plutôt les compétences techniques. Les soft skills, c'est les compétences plus savoir-être, etc. Mais il y a les IT skills. Dans un monde digitalisé, elles sont hyper importantes en fait. Aujourd'hui, si tu vas chez un client et que tu lui dis « je vais vous mettre en place Excel », tu vois, il va rigoler. Donc on ne peut plus, utiliser uniquement, je dis Excel, mais c'est Excel ou Google Sheet, c'est pareil. Bien sûr. On ne peut pas utiliser que des outils qui fonctionnent très bien. Et franchement, moi, je l'utilise encore hyper souvent, Excel. C'est hyper pratique. Mais dans une stratégie plus globale, tu ne peux pas miser tout sur Excel ou sur Google Sheet. Il faut quelque chose qui soit beaucoup plus dynamique, innovant, moderne. Et donc, ça nécessite en fait d'être hyper curieux sur tous les outils, les outils, les usages, les process, etc. qui peuvent exister. Donc là, j'ai vu la boîte, donc vous l'avez lancée il y a 6 mois. Elle s'appelle Naotech. Et Naotech. C'est ça. 3 associés fondateurs avec moi, donc on est 4 en tout. Ok. Et donc la mission de cette boîte, c'est de pouvoir aider. Finalement, c'est un peu une branche de mindset en fait. Exactement. Finance. On dit ok, sur la partie IT, t'inquiète, t'as une boîte qui va t'aider à structurer toute ta partie compta, gestion, finance, avec tout ce qui existe aujourd'hui. On peut les nommer les outils. Moi, ça me pose aucun problème. Que toi tu utilises, peut-être pas que tu peux recommander, ce qui existe un peu dans le marché. Il y a soit les outils, il y a les outils SaaS qu'utilisent, on va dire, les DAF externes, donc ça, je peux te les nommer. Et après, sur la partie Naotech, on va principalement utiliser des outils no-code. Donc du coup, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que le no-code ? Ouais. Le no-code, en fait, c'est des outils qui permettent en fait d'automatiser et de personnaliser énormément de tâches et de fonctionnalités. Voilà. Okay. Ça ne nécessite pas de compétences en code, c'est pour ça que ça s'appelle no-code. Ça nécessite des compétences pour savoir utiliser ces outils, mais en tout cas pas de savoir coder. Et en fait, quand on met en place ces outils-là, on peut automatiser énormément de choses, donc gagner du temps, gagner en fiabilité de l'information, etc. Voilà. Et donc, aujourd'hui, alors pour répondre aussi, parfois on me demande, on me dit, mais les outils no-code, est-ce que c'est des outils qui ne sont pas codés ou quoi ? Ces outils-là, eux, ils sont codés de base par des devs, etc. Maintenant, après, quand nous, on les utilise, c'est des outils qui sont pas... qui sont très... C'est facile à mettre en place et tout, ouais. Okay. Facile. Entre guillemets. Il faut avoir un peu d'expérience et savoir les utiliser, mais en tout cas, tu peux faire la même chose que sur des projets où tu vas coder et tu vas faire appel à des devs qui vont coder et qui vont intervenir des jours. Nous, on est capable de faire des choses en fait en se reposant sur ces outils-là, où en gros, on va intervenir. Ça nous demandera 3 à 4 fois moins de temps. D'accord. Donc, ça veut dire aussi un budget inférieur par rapport à d'autres projets où parfois la nécessité en fait fait que tu es obligé de passer par un développeur qui va te coder un truc. Nous, on peut faire la même chose. Du coup, remplir les mêmes objectifs, etc., mais en allant beaucoup plus vite. Voilà, il y a l'aspect coût, mais il y a l'aspect aussi rapidité. Si tu as besoin d'un truc maintenant et que tu vas voir un dev, il te dit « ouais, je peux faire ça pour dans 8 mois », tu dis « non, mais j'en ai besoin maintenant ». Salut, quoi. Voilà, salut. Dans 8 mois, il peut se passer plein de choses. Là, nous, on est en capacité d'aller beaucoup plus vite et donc de remplir aussi les objectifs plus rapidement. Ok, et donc, par exemple, des outils que vous pouvez utiliser pour faciliter un peu la vie des entrepreneurs. Sur la partie no-code, sur la partie no-code, en général, on va retrouver assez souvent Airtable. Okay.
qui est une sorte de gros Excel amélioré, mais qui est ultra puissant. Donc ça, c'est un des outils aujourd'hui les plus connus dans le no-code. Mais moi, aujourd'hui, à chaque fois que je parle à des gens de no-code, en général, les gens ne connaissent pas. Après, je leur dis, va te renseigner, va voir des vidéos, parce que sur YouTube, il y a plein d'influenceurs no-code qui essayent de démocratiser, d'évangéliser, etc. Donc, aujourd'hui, tu as beaucoup de ressources. Si tu veux t'intéresser au no-code, tu as beaucoup de ressources. Et donc, en général, ils vont voir et après, ils reviennent nous voir et me disent « Ouais, j'ai regardé, ça a l'air hyper intéressant. » Donc, je pense que le no-code, ça fait partie des prochaines, entre guillemets, révolutions numériques qui va avoir lieu. Parce que je pense que c'est un outil qui est ultra puissant et qui permet de faire beaucoup de choses. Et notamment pour les boîtes qui n'ont pas forcément un budget pour faire appel à des gros projets dev, etc., qui durent 1 an, 2 ans, quand tu mets en place des grosses ERP, etc., qui ne sont clairement pas dimensionnés pour des PME. On peut remplir les mêmes objectifs, mais voilà, avec... Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, tu peux faire une appli, un site internet, sans avoir besoin de coder. Ouais. Exactement. Après, nous, on se concentre principalement sur les tâches admin, finance, RH, compta, mais les outils no-code sont utilisés aussi par des gens qui ne sont pas du tout des financiers, sur des sujets product, sur des sujets graphisme, etc., etc. Donc, il y a plein de fonctionnalités différentes. Et je pense qu'il faut avoir la curiosité en fait, de s'intéresser un peu aux nouveaux usages. Donc, sur Mindset, donc, comment tu organises ton temps avec ces 2 boîtes du coup Alors, moi, sur Naotech, je ne suis pas opérationnel. D'accord. C'est-à-dire qu'on est 4 associés. Et sur les 4, il y en a 2 qui sont des vrais experts sur les outils no-code. Agathe, j'ai vu son profil LinkedIn. Et Nicolas, je crois. Exactement. OK. Agathe, elle est spécialiste de Bubble. Donc Bubble, c'est un outil no-code ultra puissant. Il permet de faire quoi celui-ci, pour ceux qui ne savent pas? C'est hyper large. En fait, il y a plein de cas d'usage différents. Okay. Donc nous aussi, notre travail, c'est de réussir à communiquer sur quels sont les besoins auxquels on peut répondre, sachant que c'est hyper large. Donc on peut aller dans tous les sens. Donc nous, on est aussi en train de structurer notre démarche. Donc on fait des business cases, etc. On va communiquer dessus pour justement expliquer un peu les besoins auxquels on peut répondre. Mais c'est un truc hyper... on peut faire plein de choses avec Bubble. C'est des interfaces sur lesquelles tu peux communiquer, etc. Tu as plein de cas d'usage différents, en fait. Et Nicolas, lui, il est expert vraiment en base de données, en Airtable, Zapier, Integromat. Donc Zapier, Integromat, c'est des choses qui permettent d'automatiser en fait, le transfert d'informations et d'automatiser des tâches, etc. Zapier, c'est la vie, franchement. Zapier, très puissant. C'est clair. Et donc, et puis après, y a Olivier aussi avec nous, qui a un profil un peu similaire au mien. Il a été DAF pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, lui, il est plutôt sur les sujets admin. Donc, lui sur les sujets admin avec ses équipes, moi sur les sujets finance, et puis Agathe et Nicolas qui sont des vrais experts no-code. Donc, les 4, on est très complémentaires. Et donc, on a cette capacité aussi à pouvoir répondre à des besoins en ayant chacun une casquette un peu différente. Donc, pour répondre à ta question, moi, je ne suis pas opérationnel. Je laisse Agathe et Nicolas dessus. Par contre, moi, mes clients, je suis en capacité de détecter des besoins pour mes clients ou pour les gens que je connais dans mon entourage qui ont des besoins d'automatisation. Aujourd'hui, 100% des entreprises peuvent automatiser leur process, gagner du temps, gagner en fiabilité, etc. Donc, notre terrain de jeu est il est large, immense. Franchement, il est vaste, quoi. Il est vaste, très vaste. Okay. Et puis surtout, on apporte vraiment de la valeur ajoutée. On les aide, on est là pour les aider en fait, à gagner du temps, à être plus efficaces, plus réactifs, avoir de meilleures informations, etc. Donc, moi, sur mon domaine, c'est sur la partie finance. Mais après, on peut aller très loin. OK. Est-ce que tu as une mission marquante que tu as, ou un peu, je sais pas, originale ou un peu particulière que tu as eue avec Mindset Finance? Ou pas? Ou elles sont toutes particulières? Non, parce qu'elles sont toutes particulières, en fait. Vraiment, encore une fois, c'est des missions qui sont toutes différentes. Ou toi qui t'ont sorti un peu de ta zone de confort, où là, il a fallu apprendre peut-être de manière un peu différente par rapport à ce que tu avais pu faire par le passé? Non, honnêtement, toutes mes missions, vraiment, quand je réfléchis, à leur manière, elles m'ont toutes sorti de ma zone de confort. C'est-à-dire que
je me suis à chaque fois retrouvé face à des situations que j'avais jamais vécues avant. Ouais, donc ça, c'est le truc où c'est pas la routine du tout chez toi. C'est pas du tout la routine. Alors, ça veut pas dire que je sais pas répondre, je sais pas faire, mais c'est à chaque fois des cas d'application qui sont différents. Donc, tu es toujours obligé d'être sur le qui-vive et d'être en réflexion permanente et en compréhension des enjeux, etc., pour pouvoir justement bien répondre aux besoins. Ok, génial. Donc toi, tu es entrepreneur. Donc du coup, sur 2 boîtes, en tant qu'entrepreneur, quels sont les indicateurs financiers que toi, tu analyses pour ton propre projet? Ah, ça, c'est une bonne question. Bah, moi, sur Mindset, On est sur une activité de service. Toi, tu vends du temps homme. Si on devrait éduquer un peu voilà, les gens pour une activité comme celle-ci, qu'est-ce qu'on analyse vraiment? je vends du temps homme. Donc, c'est-à-dire, si je reste seul, je suis très rapidement limité parce que je vends mon temps et mon temps n'est pas extensible. Ouais. Donc, si je veux me développer, je suis obligé de recruter. Voilà. Et ensuite, chaque recrutement que je fais, il faut que j'arrive à les placer chez des clients ils vont être le DAF de ces entreprises-là. Et donc, on va se développer comme ça. Et c'est en fait en recrutant qu'on va pouvoir grossir. Voilà. Okay. Donc, en termes d'objectifs, ça va être des objectifs de chiffre d'affaires. Bien sûr. Et après, des objectifs, si tu veux, de marge, parce que je sais exactement, à chaque personne que je recrute, combien elle me coûte, combien je la vends, donc quel est mon taux de marge, etc. Et donc, si je veux atteindre tel objectif de chiffre d'affaires, derrière, je suis obligé de recruter tant de personnes. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que seul, je ne peux pas accomplir. Okay. Voilà. J'ai besoin, moi, d'avoir des gens qui me rejoignent. Ok. Et là, vous êtes combien dans le cabinet maintenant? Je sais que tu recrutes. Ouais, je recrute. Je vois ça. Aujourd'hui, on est 4. Ok. Voilà. L'objectif, c'est de ne pas se limiter à 4 et de continuer à grossir. Ok, trop bien, parce que ça fait 2019, tu as connu la crise. En plus, à ce moment-là, je pense que tu n'as pas levé des fonds, donc c'est de l'autofinancement aussi. Donc ça, c'est vertueux aussi. Donc là, tu finances ta propre croissance avec ton activité. Est-ce que tu es fier du projet que tu portes aujourd'hui? C'est quoi un peu la vision pour toi avec Mindset? Qu'est-ce que tu voudrais transformer, changer? La vision, c'est ça, mais le multiplier par 10, 20, 30, sans limite, pas de limite. C'est vraiment de continuer à accompagner vraiment les dirigeants. Mais ça fait une phrase un peu galvaudée, mais nous, c'est le sens même de notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Donc, si on veut se développer, il faut qu'on continue à le faire, il faut qu'on le fasse bien, il faut qu'on le fasse avec des bonnes valeurs, un goût du service client, parce que on est malgré tout, même si on est une profession réglementée, ça reste une relation d'humain, quoi. D'humain, client, fournisseur, etc. Donc, si tu n'es pas là pour accompagner tes clients, si tu n'es pas là pour leur apporter de la valeur, c'est compliqué. Donc, faut se remettre en question de manière permanente et essayer vraiment d'apporter ce petit plus qui fait que ils auront besoin de toi. Et en même temps, toi, tu te sens utile, en fait, de les accompagner. Franchement, quand j'interviens et que je suis en capacité de donner un bon conseil ou parfois, c'est même pas un bon conseil, c'est de dire vous devriez faire intervenir, moi, c'est pas mon domaine de compétence, mais de faire intervenir tel professionnel sur tel sujet, il va peut-être réussir à vous régler ce problème-là. Tu fais intervenir et puis en fait, il résout le problème. Ouais. Tu te sens utile en fait de dire j'ai pu résoudre un problème, pas moi personnellement, mais en trouvant la bonne ressource en fait. Sûr. Donc ça, c'est hyper important. Ok. Tu es fier de ton projet? Tu es fier de ce que tu fais? Ouais. Quand tu te lances, en fait, tu sais, même si j'avais eu ce fameux déclic dont on a parlé, tu sais pas en fait, j'avais pas une boule de cristal pour savoir où j'allais être. Donc, quand tu te lances, il y a des aléas. Donc, ça peut être un succès, ça peut être un échec, puis il y a tout un nuancier en fait de choses différentes entre le succès et l'échec, et tu sais pas exactement où tu vas. Ouais. Donc, déjà de continuer à se développer, le fait qu'on soit 4 aujourd'hui, que j'ai des recrutements ouverts et on recrute tout le temps parce que 2021, franchement, j'ai l'impression d'avoir passé une partie de mon année à recruter, à trouver les bonnes personnes, comme tu l'as dit, c'est un business humain. Donc, on a besoin d'avoir des humains avec nous et on ne peut pas se reposer que sur les outils, que sur les machines, c'est de l'humain.
Et trouver les bonnes personnes, c'est pas évident. Et du coup, ça a été quoi ton process de recrutement? Et pour recruter ces 4 personnes, enfin en tout cas 3 personnes du coup, enfin en tout cas l'équipe avec laquelle tu bosses, ça a été quoi le fit qui a fait que tu as pu les engager dans ton projet? Parce qu'on dirait que c'est un projet genre, je sais pas, il vient du cœur, tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour tous les entrepreneurs, quand ils créent leur boîte, c'est un peu leur bébé. Ouais. Donc, moi, j'ai 3 enfants. Mais Mindset, c'est mon 4e enfant. Nao, c'est mon 5e enfant. J'ai envie de le faire grandir aussi, ces enfants-là. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Souvent, tu sais, dans les startups, on a des process de recrutement où, tu vois, toi, tu as une personnalité. Tu vois, ça se voit que tu es un mec sympa, ça se voit que tu as du cœur, tu es généreux. En tout cas, c'est ce qui transpire, tu vois. Et donc, du coup, j'imagine pas que tu vas prendre quelqu'un qui est dur, qui est rigide. Non, en fait, c'est là aussi ma difficulté. C'est-à-dire que, forcément, je recrute pour ma boîte, pour la boîte que j'ai créée, donc je vais être hyper exigeant. Donc, je cherche des gens qui ont des compétences techniques, parce que forcément, la partie compta, finance, contrôle de gestion, analyse financière, voilà, c'est un prérequis évident. Mais je cherche aussi des qualités humaines, parce que je cherche des gens qui vont être capables d'être le DAF de plusieurs sociétés, qui vont avoir en fait une relation commerciale avec nos clients. Donc, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il soit suffisamment aussi ouvert pour comprendre justement les besoins de nos clients, les identifier, être capable de les accompagner. Donc, ce goût en fait un peu du service client, de bien faire, d'accompagner les clients, de les faire évoluer, etc. Ça, c'est hyper important. Pour moi, il y a la curiosité. On en a parlé, mais je pense que dans le monde dans lequel on est, on ne peut pas être comme ça. Il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut vouloir toujours apprendre plus. Moi, je pars du principe qu'on ne sait rien, en fait. Donc, il faut toujours... alors, tu as plein de moyens différents, chacun doit trouver le sien, mais tu peux lire des livres, tu peux écouter des podcasts, tu peux regarder des vidéos sur YouTube. Enfin, il y a plein de moyens différents, en fait, aujourd'hui, de rester connecté, en fait, avec son environnement, son écosystème, etc. On a de la chance d'avoir une source d'information qui est immense. Donc ça, c'est hyper important. Moi, dans mon process de recrutement, j'ai aussi un cas pratique qui me permet en fait de juger les compétences techniques à la fois sur le fond et sur la forme. Parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est pas que de l'Excel, comme je le disais tout à l'heure. Donc dedans, il y aura, dans le cas pratique, il y a des choses, des sujets techniques, mais il y a aussi la façon, moi je juge aussi la façon de présenter ça pour que ce soit propre, professionnel, agréable, etc. Et après, j'essaye de voir, parce qu'on est une petite équipe, donc j'essaye de voir aussi le fit un peu entre tout le monde. Parce que moi, je ne cherche pas quelqu'un qui va juste venir poser son sac, ouvrir son ordi, bosser, et puis rentrer chez lui le soir. C'est clair. Il y a une culture d'entreprise aussi, c'est ma responsabilité que j'arrive à créer. Et donc, j'ai envie que les gens s'entendent bien entre eux. J'ai envie qu'il y ait une bonne ambiance. J'ai envie que des gens soient ouverts, sympathiques. Voilà. Enfin, je veux dire, on passe tellement de temps dans notre environnement professionnel que tu n'as pas envie de voir quelqu'un qui tire la tronche, quoi. Tu m'étonnes. Ok, donc là, tu recrutes. On mettra toutes les descriptions en bas de la vidéo, etc. Je recrute tout le temps parce que les process de recrutement sont très longs, en fait. Ouais. Parce que là, je recrute des profils qui sont en poste, en fait, qui ont 4, 5, 6 ans d'expérience. Donc, le temps de recevoir les CV, faire les entretiens, le cas pratique, encore un entretien, etc. Faire la proposition, il accepte. Ensuite, il y a un préavis, etc. Enfin, si je recrute maintenant, la personne, elle n'arrive pas avant 6 mois. Donc, on recrute tout le temps. On est à l'écoute des bons profils qui veulent rejoindre une belle aventure entrepreneuriale. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un truc que j'avais écouté un jour, je pense dans un podcast ou j'ai vu dans une vidéo, c'est qu'il faut que tu t'imagines, en tout cas quand tu es dans une équipe comme ça, réduite, est-ce que tu pourrais passer 2 ou 4 heures à l'aéroport avec cette personne, tu vois, c'est un bon pour exemple. Discuter, etc. Tu vois. Parce que si tu as envie de la fuir quand tu vas la voir à l'aéroport, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Non, c'est un très bon indicateur, c'est d'essayer de voir si on a même pas 3 heures à l'aéroport, tu vois, ne serait-ce que, je sais pas, tu es en mission chez un client ou tu es au bureau et on va déjeuner ensemble. Ouais. Est-ce que tu as envie de déjeuner avec la personne ou tu as envie que chacun mette ses écouteurs devant son ordi à regarder autre chose, tu vois? Donc on est une petite équipe, donc c'est important qu'il y ait un bon fit dans l'équipe. Comment toi tu visualises le monde de la profession compta? Je sais pas, comment tu imagines plutôt, parce qu'on n'a pas une boule de cristal, mais le monde de la compta dans les 5 à 10 prochaines années.
C'est pas facile comme question, mais c'est quoi un peu ton intuition personnelle là-dessus? Je pense qu'il y a, c'est un peu la théorie de l'évolution. Je pense qu'il y a ceux qui sauront s'adapter et qui vont survivre. Et puis il y a ceux qui n'y arriveront pas. Et pour eux, ça sera compliqué. On est déjà dans une phase un peu de révolution digitale qui a été enclenchée. Dans quelques années, il va y avoir la facture électronique aussi, qui va aussi bouleverser vraiment les usages de tous les entrepreneurs, mais aussi le métier d'expert comptable. Peut-être qu'à un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être à un moment, on va être déréglementé. Enfin, en tout cas, le fait de tenir la comptabilité ne sera pas une profession réglementée, soumise à un monopole, etc. Donc, ça peut aussi impacter. Pour le coup, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas, clair. mais pour beaucoup, en tout cas, la question, c'est pas est-ce que ça va se produire, mais c'est plutôt quand ça va se produire. Donc, autant s'y préparer. Et je pense qu'il va y avoir aussi, il y a un sujet majeur, c'est l'attractivité de la profession et la fidélisation des collaborateurs. Et je pense que, moi, quand j'ai commencé chez Deloitte en 2010, c'était pas il y a non plus très longtemps. Ma génération, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais on était prêt un peu à se faire fouetter. Ça, qui le dis-tu, nous, il n'y avait pas de problème, on travaille de 8h à 22h et tout. Tu savais que tu allais beaucoup bosser, mais que tu allais beaucoup apprendre et que tu allais pouvoir avoir ça sur ton CV. Et voilà. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes qui rentrent sur le marché du travail ou qui y sont depuis 1 ou 2 ans, tu as la prise en compte en fait, d'un équilibre vie pro, vie perso qui est beaucoup plus important qu'à notre époque. Et à la limite, j'ai envie de dire tant mieux parce que je pense que, on va dire à notre époque ou un peu avant, il y a peut-être eu des abus, des burn-out, des trucs, voilà. Donc je pense que c'est important de prendre en compte ça aussi dans notre management, dans notre organisation, etc. On parle souvent de la période fiscale, mais avant la période fiscale, ça durait 3 mois, 4 mois. Maintenant, ça dure 6, 8 mois dans l'année. Et en fait, c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Donc, je pense qu'il faut prendre en compte en fait, les envies de chacun. Et en fait, aujourd'hui, le métier d'expert comptable, c'est un métier fabuleux, avec plein de perspectives différentes. Moi, j'ai choisi d'aller plutôt aussi sur le métier de DAF externe. Mais il y en a qui ont choisi d'autres spécialisations. Et franchement, c'est super. Mais il faut être capable derrière, en fait, de pouvoir continuer à attirer des profils. Et aujourd'hui, l'expert comptable, il n'a pas forcément une belle image auprès de ceux qui ne sont pas au contact, parce qu'ils imaginent l'expert comptable poussiéreux, avec les lunettes. Voilà, on va la pas rentrer vieille dans le image, quoi. cliché, mais C'est ça, un cliché. voilà. Mais c'est le cas de beaucoup de professions réglementées. Les notaires, les huissiers, etc., ils n'ont pas non plus super bonne presse. Voilà. Mais je pense qu'il faut être capable de réinventer ce métier-là pour justement montrer un peu, on n'a plus les classeurs, on n'est pas poussiéreux, on n'est pas, comme certains peuvent l'imaginer, c'est un métier, en tout cas pour ceux qui le conçoivent de cette manière-là, jeune, dynamique, avec beaucoup de possibilités, des possibilités aussi d'évolution de carrière. Tu peux très vite évoluer, peu importe le cabinet dans lequel tu es, ou en tout cas, si tu es dans un cabinet où il n'y a pas ça, tu en trouveras ailleurs. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, on est plutôt dans un métier de pénurie de profils, pas dans un métier de pénurie de postes. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage parmi les comptables. Ouais, c'est clair. Il y a du travail, il y a du travail job. pour ceux qui veulent s'investir et qui ont envie de bosser et de bien bosser. Je pense qu'il y a des perspectives magnifiques. Je pense que ce qui fera la différence aussi, c'est cette culture digitale du numérique, parce qu'on n'en est qu'au début. Et je pense que ce qui fera la différence entre un bon collaborateur et un très bon collaborateur, ça sera celui qui aura eu cette curiosité de s'intéresser un peu aux outils et à l'innovation. Donc ça veut dire que pour toi, si tu avais un conseil à donner à des étudiants qui sont dans les prémices dans les études, quel conseil leur donnerais-tu pour qu'ils puissent, lorsqu'ils rentreront soit dans le marché du travail ou soit qu'ils créeront leur cabinet, ils puissent rentrer avec le plus de facilité possible, ou alors qu'ils puissent avoir peut-être déjà créé quelque chose en parallèle de leurs études pour que lorsqu'ils vont rentrer, ils seront peut-être identifiés en tant qu'experts sur certains sujets. Je ne sais pas si tu avais des choses à partager là-dessus ou pas. Oui, je pense qu'il y a plein de choses en fait à ce niveau-là. Je pense si j'ai des conseils à donner, c'est réfléchir en fait à ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, expert comptable, c'est très large, donc tu as plein de niveaux de spécialisation différents. Donc choisissez une spécialisation qui vous intéresse, sur laquelle le matin, vous n'aurez pas l'impression d'aller bosser, mais vous aurez l'impression de faire un truc juste qui vous plaît en fait. Je pense que c'est important aussi d'échanger avec ses pairs et avec des gens qui sont passés par là quelques années plus tôt. Aujourd'hui, en fait, avec tous les réseaux sociaux, tu peux contacter
plein d'autres experts comptables ou de managers dans des cabinets, etc., pour dire c'est quoi ton quotidien, c'est quoi tes missions, comment ça te plaît pas. Enfin, avant, c'était plus dur, tu vois, quand tu n'avais pas ça. Donc, voilà, essayer de trouver des gens à qui parler pour en savoir plus sur le métier. Aussi, avoir des mentors. Je pense que c'est un bon apprentissage, en fait, justement, d'avoir des mentors qui peuvent nous conseiller. Des mentors dans la profession, peut-être des mentors qui ne seront pas dans la profession, mais qui connaîtront un peu les usages. Et puis, voilà, vraiment d'être curieux. Je pense que la principale chose, c'est la curiosité. Les compétences techniques, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Ouais, c'est clair. Il faut de la curiosité, de l'ouverture d'esprit, envie d'apprendre, envie de rencontrer des nouvelles personnes. Il ne faut pas se refermer sur soi-même. On va arriver à la fin de l'interview, déjà, de cet échange, mon cher Anthony. Toi, tu es membre de la commission innovation à l'Ordre des experts comptables de Paris. À quoi ça sert? Quelles sont tes missions? Comment on arrive là? Parce que pour apporter un peu aussi d'éducation sur ça. Pour moi, en fait, c'était un peu la suite logique de tout ce que je faisais, parce que la commission innovation elle traite de sujets liés à l'innovation. Et moi, en fait, je suis au cœur de ce sujet-là au quotidien avec mes clients. Donc, j'avais envie d'aller même encore plus loin et de me dire, voilà, si je veux, à mon échelle, peut-être essayer de faire bouger des choses ou en tout cas insuffler quelques concepts ou être en phase avec l'actualité, etc. Voilà, il faut que la commission innovation, ça serait quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai candidaté, j'ai intégré la commission innovation. On est 6 ou 7. Okay. Et en fait, on a organisé en décembre 2021 la première grande journée de l'innovation. On a fait intervenir des speakers, des conférenciers, on a fait intervenir des startups, etc. Et on a identifié toute une série de thèmes sur lesquels on a déroulé tout un programme sur la journée. Et l'innovation, ce n'est pas que l'innovation au niveau des outils, c'est aussi l'innovation managériale, etc. Moi, par exemple, j'ai animé un atelier sur le feedback. Donc, le feedback, c'est le feedback collaborateur, mais c'est aussi le feedback client. Et ça, je pense que c'est un concept qui n'est pas forcément connu dans les cabinets d'expertise comptable. Alors, c'est connu, mais ce n'est pas appliqué. C'est-à-dire que moi, par exemple, à mon échelle, aujourd'hui, on est 4, tout petit cabinet. Là, en fin d'année, j'ai envoyé un mail à mes clients avec un questionnaire de satisfaction. Pas long, il y avait 4 questions. Mais tu vois, j'avais besoin, parce que quand tu les accompagnes toute l'année, ok, tu fais les trucs, tu les envoies, ils te renvoient, tu les vois, tu leur parles, etc. Mais jamais tu prends le temps de dire, au fait, est-ce que tu es satisfait de la façon dont ça se passe? S'il y a des choses qui te conviennent, c'est quoi? S'il y a des choses qui ne te conviennent pas, comment on peut les améliorer? Si tu as un avis, voilà. Et ça, en fait, cette culture, je pense, du feedback dans les cabinets, c'est pas quelque chose qui est hyper courant. Voilà. Et c'est dommage parce que, en fait, on perd beaucoup plus de temps à récupérer, à avoir des nouveaux clients. On passe pas forcément beaucoup de temps à les fidéliser. C'est clair. Et la fidélisation, ça passe aussi par justement ce feedback, en fait, juste de savoir, ça va, tout se passe bien, vous êtes content, comment on peut améliorer les choses. Voilà, ça, c'est hyper important. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Ouais. À la fois, tu écoutes ton client, donc déjà, tu vas le prendre en considération. Le prendre en considération, ça va aussi lui faire du bien. En même temps, il va te dire comment toi, tu peux t'améliorer. Et donc, en fait, vous travaillez tous les deux en bonne intelligence. Exactement. Et s'il y a un truc qui ne va pas, tu te dis « Ok, ça ne va pas, je vais essayer de le régler, je vais le régler. » Et puis, je te garantis que dans 1, 2, 3, 4 mois, ou peu importe le timing, eh bien, tu seras 100% satisfait du coup. Et donc, finalement, les gens ils resteront chez toi parce qu'ils se sentiront écoutés, etc. Donc ça, je trouve que ça, c'est un conseil hyper… en tout cas, c'est quelque chose d'hyper intéressant, ce que tu viens de dire là. Et le feedback, c'est aussi avec les collaborateurs. Et ça aussi, bon, je crois qu'il y a quelques cabinets, enfin, les cabinets qui ont une certaine taille, qui sont structurés, qui ont des RH dédiés à ça, ont mis en place du feedback, mais on va dire dans des cabinets de plus petite taille, de taille intermédiaire, je pense que ce n'est pas très courant. Et donc, comme justement on a des sujets liés à l'attractivité, à la fidélisation des collaborateurs, si on ne leur pose pas la question de dire comment vous vous sentez, je veux dire, le feedback, ce n'est pas que du manager vers le manager, en fait, pour dire sur telle mission, tu as été bon, sur telle mission, tu n'as pas été bon, machin. C'est aussi de dire, OK, comment tu te sens, comment on peut améliorer les choses, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mettre en place? Moi, par exemple, je considère qu'on apprend de tout le monde.
Et s'il y a un stagiaire qui vient au cabinet, je ne pars pas du principe qu'il ne peut rien m'apprendre. Au contraire, je pense qu'il arrive avec son histoire, son vécu, etc. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'a rien à m'apprendre. Donc vraiment, je trouve que ça doit aller dans les deux sens en fait. Yes. Voilà, le feedback, c'est hyper important. C'est bien parce que il y a aussi cette humilité qui permet à toi de se dire, OK, tout le monde peut m'apprendre quelque chose et je ne suis pas en haut moi, de l'histoire. C'est pas du bullshit, c'est vraiment ma philosophie parce que plus tu apprends des choses et plus tu te rends compte que tu ne sais rien, ou en tout cas qu'il y a une immensité à connaître. Et donc, il faut avoir l'humilité de se dire, OK, on ne peut pas tout connaître, mais voilà, chacun peut apporter quelque chose, peut apporter sa pierre à l'édifice. Au début de ta carrière, tu ne te serais jamais vu à ce niveau-là. Est-ce que tu aurais un enseignement à tirer de toute cette expérience, un message à passer justement aux gens? Au début, quand j'ai mes premiers cours de compta, je n'imaginais pas du tout être expert comptable. Et moi, j'ai eu tendance en fait à aller, on va dire, étape par étape. Je sais que c'est un concept qu'on entend beaucoup et qui peut être parfois un peu galvaudé, mais tu vois, vraiment de croire en ses rêves. Voilà. Et de ne pas avoir de croyances limitantes et de se mettre des barrières psychologiques, etc. Je pense qu'il n'y a aucune limite. Il faut partir du principe qu'il n'y a aucune limite et qu'on peut tout faire. Pour citer Martin Luther King. Dans la vie, c'est je perds. Non, ça c'est Nelson Mandela. Ah oui, pardon. Nelson Mandela, c'est dans la vie, je perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Martin Luther King, c'était si vous croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, mais si vous croyez en vous-même, ils se réaliseront sûrement. Et je trouve que ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à un étudiant, c'est voilà, crois en toi. Crois en tes capacités, il n'y a rien d'insurmontable. Tu vois, le deck, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'imaginent le truc vraiment hyper lointain, impossible à gravir, etc. Step by step, quoi. Franchement, il ne faut pas se mettre la pression aussi. Je pense que tout vient à point aussi, qui sait attendre. Hein, et pas trop se comparer vis-à-vis des autres, parce que chaque parcours. Il ne faut pas se comparer parce qu'en fait, il faut éventuellement s'imprégner de ce qui a pu être fait, mais se comparer, en fait, chaque cas est différent, donc tu peux pas, mais il faut vraiment être en capacité de pouvoir croire en ses rêves et ensuite mettre les moyens pour les réaliser. Voilà. 3 autres questions avant de terminer, plutôt sur la partie perso. Tu as 3 enfants. 2 autres enfants entrepreneuriaux, une femme. Comment tu t'organises au quotidien? À quoi ressemblent tes semaines? Est-ce que tu es adepte de la productivité? Raconte-moi un peu tout ça. Écoute, moi, je suis hyper intéressé par les sujets de productivité, mais je ne vais pas te mentir. Franchement, je ne suis pas le ouf de la productivité. Après, voilà, je pense qu'il faut essayer de compartimenter un peu sa vie, c'est-à-dire essayer de pas... que l'un n'empiète pas trop sur l'autre, dans la mesure du possible, c'est pas toujours évident. Moi, j'arrive en tout cas, tous les matins, je dépose mes enfants à l'école. Le soir, je suis toujours là pour les coucher. Journée bien remplie, faut être organisé, je pense. Tu as des outils, je sais pas, tu es plus en train de faire... Non, mais j'ai mon agenda, voilà, Google Calendar, tradi, mais au moins, en fait, là-dessus, tu vois, j'ai soit mes rendez-vous, soit ce que j'ai à faire. En fait, quand je sais que j'ai quelque chose à faire, j'essaie de le bloquer dans l'agenda. Okay. Et après, des to-do par priorité, parce que c'est toujours des deadlines qui se rajoutent, des clients qui te disent « j'ai besoin d'un truc hyper urgent pour demain ». Voilà, donc tu essayes de faire au mieux, mais en tout cas, toujours raisonner par priorité, par matrice d'Eisenhower, urgent, important. Alors, c'est pas toujours évident d'avoir le recul pour dire c'est quoi déjà la matrice d'Eisenhower? Attends, je vais mettre les cases, je vais mettre les trucs, mais en tout cas, faut parfois se dire ok, en fait, ça sert à rien que je fasse un truc tout de suite alors que c'est pas urgent, pas important. Parfois, il faut être capable de refixer un peu ses priorités parce que c'est ça qui est. Quand tu es seul, en fait, moi, je fais de la prod pour mes clients, mais je fais du recrutement pour le cabinet. Je communique aussi un peu sur les réseaux sociaux. Je suis dans la commission innovation à l'Ordre des experts comptables. Je suis dans la commission communication de la CRCC de Versailles. J'ai monté aussi Naotech. Donc,
à un moment, tu es obligé de recentrer les priorités. Voilà. Donc les priorités, il faut les définir. Dernière question. Est-ce qu'il y a un bouquin ou un truc qui t'a particulièrement marqué dans ta vie? Et c'est Hard Things de Ben Horowitz. Voilà. Ok. Ça, c'est que des apprentissages et c'est très puissant. Ok. Les bouquins, c'est jamais simple parce qu'il faut avoir du temps ou en tout cas, il faut être un peu posé, etc. Moi, l'alternative que j'ai trouvée au bouquin pour aller vite dans mes apprentissages, etc., c'est les podcasts. Parce que tu écoutes ça en voiture, tu écoutes ça dans les transports. J'ai découvert le podcast grâce à Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Donc, et ça, franchement, pour tous ceux qui se lancent dans un métier, C'est une bombe. c'est une bombe. C'est énormément d'apprentissage, d'ouverture d'esprit, de compréhension de plein de choses, etc., de développement personnel. Donc ça, c'est top. À chacun de trouver en fait le podcast qui lui convient. Tu vois, il y a des formats plutôt courts, il y a des formats plutôt longs. Il y en a qui vont parler business, entrepreneuriat, etc. T'en as qui vont parler d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est un outil qui est très puissant et simple d'utilisation et avec énormément de contenu. Donc, Mon cher Anthony, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que tu es actif sur LinkedIn, ouais, LinkedIn, Twitter, je pense, je sais pas. Twitter, un peu moins Twitter que LinkedIn. Vraiment, le numéro 1, c'est LinkedIn. Mon compte personnel, Anthony Guez. Le compte de Mindset, donc Mindset Finance. Le compte de Naotech aussi. Puis après, ouais, on a une page sur Twitter, une page sur Instagram, une page sur Facebook, mais c'est pas forcément là où on est le plus actif. Mais sinon, par mail, anthony@mindsetfinance.fr. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu Merci à sur la toi pour chaîne. l'invitation, c'était top. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine, du coup. À bientôt.